Bonjour à tous, bienvenue à Bonjour. notre conférence des rencontres de l'orientation du Figaro étudiant at home. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la question comment les écoles vous recrutent-elles. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Roberdet. Vous êtes directeur associé Bonjour. de l'IPSA. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Et également Guillaume Ouattara, ancien chroniqueur du Figaro étudiant et spécialiste de l'orientation. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, on va commencer avec une première question. Elle est toute simple. Est-ce que toutes les écoles recrutent de la même façon? Alors, on parle bien des écoles d'ingénieurs. Alors, ce sont les écoles en règle générale, mais vous, effectivement, vu que vous êtes directeur associé de l'IPSA, je vous laisse parler au nom des écoles d'ingénieurs. Alors, si vous voulez, je vais parler au nom des écoles. Des écoles, donc les écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, et qui sont, on va dire, traditionnellement les grandes écoles françaises, qui se distinguent au niveau mondial, puisque cette notion de grandes écoles n'existe qu'en France. Je veux dire, partout ailleurs, sauf dans les anciens pays, enfin les pays francophones, partout ailleurs, c'est des universités, il n'y a que l'université. Donc, dans les grandes écoles, et donc de commerce ou d'ingénieurs, qui délivrent des diplômes Bac+5, il y a des écoles qui recrutent post-bac, donc sur Parcoursup, et des écoles qui recrutent après des classes préparatoires, qui sont soit des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, soit des classes préparatoires aux écoles de commerce. Et donc, c'est un concours qui se passe à Bac+2. Voilà, donc ça, on va dire que ce soit des écoles en 3 ans post-prépa ou en 5 ans post-bac, c'est les modes de recrutement principaux. C'est-à-dire, c'est les modes de recrutement qui concernent 80-90% des élèves. Après, toutes les écoles recrutent également sur dossier et sur titre. À ce moment-là, évidemment, elles recrutent à toutes les années, sauf la 5e année, puisque généralement, pour obtenir le diplôme d'une école, il faut faire au moins les 2 dernières années. Au moins, c'est du moins comme ça pour les écoles d'ingénieurs. Mais donc, de la 1re à la 4e année, on recrute également sur dossier et sur titre. Voilà. Guillaume, peut-être, vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, c'est ça, hein, vraiment sur ce côté ingénieur commerce. Moi, je rajouterais sur les autres formations, les écoles au sens plus large. En fait, le recrutement et sur cette question comment ça recrute pour le post-bac, c'est par Parcoursup. On a des dossiers, on a parfois des concours, des écrits, des euros de motivation ou des euros d'application. Donc ça, pour les autres formations, ça fonctionne comme ça également. Est-ce qu'il y a plusieurs façons donc d'accéder à une école, à une même école? Alors voilà. Parler un petit peu des admissions parallèles, etc. Complètement, je veux dire. Alors, sur les 210-220 écoles d'ingénieurs accréditées par la commission des titres d'ingénieurs, vous avez donc des écoles en 5 ans qui donc recrutent post-bac, il y en a en gros une centaine, et puis, enfin non, pas une centaine, je veux dire une soixantaine, il y en a à peu près le tiers, et puis vous avez les 2 tiers qui sont des écoles post-prépa, donc qui sont des écoles en 3 ans post-prépa. Donc ces écoles en 3 ans post-prépa ne recrutent pas en post-bac. En revanche, les écoles en 5 ans post-bac recrutent à la fois en post-bac, mais également en post-prépa, et à la fois sur titre et sur dossier. Je veux dire, donc on va dire, pour résumer, que les écoles en 5 ans recrutent dans tous les modes de recrutement dont on a parlé, sur dossier, sur titre, par concours post-bac et par concours post-prépa, et puis les écoles en 3 ans post-prépa recrutent uniquement par concours post-prépa, mais aussi sur dossier et sur titre.
Et puis, il faut ajouter qu'il y a certaines écoles qui ont aussi des concours spécifiques et des modalités spécifiques d'admission. Donc, quand on est intéressé par un domaine en particulier, c'est toujours bien de prendre le temps d'aller sur le site de l'école pour voir ce qui peut être fait. Je prends l'exemple très simple de l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne. Il y a en fait plein de modalités de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a le recrutement sur Parcoursup traditionnel en post-bac. Il y a effectivement le recrutement post-prépa, donc après 2 années de classe préparatoire, ou 2 années de DUT ou de BTS, parce que c'est aussi c'est post-bac plus 2 de manière plus générale. Et puis, il y a aussi des rentrées décalées, des rentrées en février qui permettent aux gens qui ont 6 mois dans l'enseignement supérieur de rejoindre l'UTC en cours de route. Donc, c'est des rentrées qui existent. Et notamment, de plus en plus, les candidats qui, traditionnellement, quand ils voulaient faire une grande école d'ingénieur, avaient envie de passer par, la voie royale, c'était de faire une classe prépa scientifique et puis passer les concours. Et de plus en plus, ils essayent de faire des voies un peu séparées. Par exemple, faire 3 ans à la fac pour tenter des admissions à Polytechnique ou à d'autres écoles prestigieuses via les voies réservées à la fac. Ou alors, de plus en plus, on a des bons étudiants qui partent faire des DUT parce que ils préfèrent le côté applicatif qu'on a moins en classe préparatoire. Ils passent par des DUT et après, ils peuvent passer une ribambelle de concours d'école. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il n'y a pas une stratégie unique pour intégrer des écoles, des formations, et ça vaut aussi pour les écoles de commerce et pour tout type d'école. Mais à chaque fois, il peut y avoir de multiples stratégies et la clé, c'est vraiment de bien se renseigner sur le site des écoles, sur toutes les voies d'accès qui sont possibles. Merci Oui, pour cette absolument. Oui, Pour allez-y. résumer et préciser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand on parle, alors pour 98 ou 99% des écoles, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais pour 98 ou 99% des écoles, qui dit concours post-bac dit forcément Parcoursup, forcément. Donc, ce concours, vous le trouvez sur Parcoursup. Et qui dit recrutement sur concours post-prépa, c'est forcément SCEI, Service Concours École d'ingénieurs. Alors, et que ce soit sur Parcoursup ou que ce soit sur SCEI, là encore, pour la très grande majorité des écoles, on parle de concours commun. Concours commun, alors il y a le concours commun EPITA, IPSA, ESME, Sudria, mais vous avez aussi le concours commun MINPON, le concours commun Centrale Supélec. Généralement, à l'heure actuelle, ce n'était pas le cas il y a 40-50 ans, mais à l'heure actuelle, les écoles se regroupent pour présenter un concours commun. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit à un concours commun, vous êtes potentiellement inscrit à toutes les écoles du concours. Après, c'est à vous, évidemment, de dire ben non, celle-là m'intéresse pas, celle-là m'intéresse. Vous pouvez faire un tri et pas vous inscrire, enfin être candidat à toutes les écoles, mais quand vous inscrivez à un concours commun, vous êtes potentiellement inscrit à toutes les écoles. Voilà. Merci beaucoup. À vous qui êtes derrière vos écrans, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette conférence. Nos experts sont là aussi pour vous répondre. Vous avez l'onglet en bas à droite de votre fenêtre chat qui est réservé à cet effet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Elles sont évidemment les bienvenues. Moi, j'ai une question encore à vous poser. C'est au niveau des qualités à mettre en avant dans son dossier, dans sa candidature pour les écoles. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Pour ce qui est du Parcoursup, la question de la qualité, elle est assez complexe parce que jusqu'à il y a peu, moi, je conseillais aux candidats de faire des lettres de motivation vraiment très soignées, très personnalisées, etc. Parce que c'est là où finalement on a du qualitatif qui apparaît. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir sur les admissions post-bac en général via Parcoursup, c'est que les établissements vont pour la plupart regarder des notes, trier les étudiants à partir des notes obtenues. Donc là, le qualitatif, il peut reposer uniquement sur les appréciations qui ont été données, mais ça, on n'a pas la main. Il suffit juste d'avoir un comportement convenable pendant ces années d'études et les appréciations suivront. Et ça repose sur les éléments qu'on peut mettre dans la lettre de motivation qui permettent d'expliquer pourquoi on est très motivé par la formation, pourquoi on veut y aller, etc. Il se trouve qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a quelques mois et qui explique, la Cour des comptes s'est penchée sur la machine Parcoursup, qui explique qu'en fait, la plupart des formations ne lisent pas les lettres de motivation. Donc, ça vaut quand même le coup de remplir les lettres de motivation, mais c'est malheureusement pas par ce biais-là que vous allez pouvoir faire de la qualité. La qualité, par contre, elle peut arriver au moment des concours
alors pour les formations qui font passer des concours et pour les formations qui font passer des oraux. Et c'est là où vous pouvez faire la différence. Un exemple tout bête, je reprends l'UTC que je connais très bien. Il s'avère que l'UTC, pour son processus de sélection, va commencer par un examen des dossiers et puis va ramener un certain nombre d'étudiants qui vont être qualifiés d'admissibles sur place, sur le campus, et ils vont leur faire passer deux épreuves, entre guillemets. Une première épreuve qui consiste à remplir un questionnaire écrit de motivation avec du texte libre et compagnie. Et puis une deuxième épreuve d'entretien de groupe avec des psychologues. Et là, c'est là où tout peut se jouer. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant cet entretien, et ce que m'avaient confié certains responsables des admissions, c'est qu'on peut avoir des candidats qui ont des bonus. C'est-à-dire que si les psychologues qui sont présents se disent là, on a une personnalité, on a quelqu'un qui est vraiment très motivé. En plus, c'est une épreuve de groupe, comme ça arrive souvent. Donc, c'est-à-dire c'est une épreuve où il faut faire preuve de capacité d'écoute, savoir mettre en avant l'autre, etc. Et ben dans le cas où les psychologues décèlent un excellent profil, le candidat peut se voir obtenir un bonus, ce qui fait que même s'il n'avait pas des résultats scolaires qui étaient excellents, il peut être augmenté sur le classement final. Stéphane, peut-être quelque chose à Oui, ajouter? je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je préciserais, c'est que bon, les lettres de motivation sont vraiment déterminantes et très importantes sur les recrutements sur dossier. Les recrutements sur dossier et sur titre, par définition, dans les recrutements sur dossier ou sur titre, dans beaucoup d'établissements, bon, ce n'est pas le cas à l'IPSA, mais dans beaucoup d'établissements, on ne voit pas le candidat. Quand on ne voit pas le candidat, quels sont les éléments qu'on a, à part les bulletins des formations antérieures, eh bien, on est obligé de… Enfin, la lettre de motivation a effectivement une importance déterminante. Maintenant, pour tous les concours sur épreuve, il y a le plus souvent, et c'est très très important en particulier dans mon école, à l'IPSA, il y a toujours un oral de motivation. Un oral de motivation pour juger effectivement de la motivation du candidat. Alors, ce que je dirais de cet oral de motivation, c'est que, bon, on ne demande pas non plus des choses extraordinaires, hein, surtout en post-bac à un bachelier. Hein, on ne va pas lui demander, s'il rentre dans une école d'aéronautique, de nous décrire les modes de financement de tel ou tel programme aéronautique. Enfin, on ne va pas lui poser des questions sur les entreprises, sur des questions trop pointues. La seule chose qu'on demande, c'est une certaine cohérence de la personne, une certaine maturité dans la motivation, dans la réflexion de ce qu'on veut faire plus tard. Pourquoi on veut faire cette école, en fait? Pourquoi on veut faire cette école? Vers quel métier on veut se diriger? Pourquoi c'est ça qu'on a choisi? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ça, mais de manière pertinente? Évidemment, il faut éviter des choses du style « depuis tout petit, je m'intéresse à… » Non, bon, c'est-à-dire, plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour s'y intéresser? Qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on participe à des associations? Est-ce qu'on va voir, on se déplace pour aller dans des salons spéciaux sur le domaine? Qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle chose? Vous voyez, c'est… Alors, bon, après, quand c'est pour une école d'ingénieur, évidemment, il faut s'intéresser à l'ingénierie, quoi. Mais une personne qui nous dit, vous savez, moi, je suis candidat dans votre école parce que le domaine que vous enseignez, enfin, votre domaine m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de devenir ingénieur et n'importe quelle école d'ingénieur pourrait me convenir. Ça va aussi, je veux dire, c'est… Et la personne, elle argumente, elle dit parce que j'aime les sciences physiques, j'aime les sciences de l'ingénieur, les sciences industrielles de l'ingénieur, la création d'un nouveau produit m'intéresse et c'est ça qui m'intéresse. C'est une bonne motivation, quoi. Il y a aucun… Bon, on n'a pas… Et pourtant, on n'a pas parlé d'aéronautique. Voilà, je veux dire, on est sûr que ce sera quand même un bon candidat pour l'école, qui sait exactement où il va et qui est prêt à consentir le sacrifice au niveau des heures de travail qu'il faut y passer, parce que c'est toujours ça, hein, le revers de la médaille.
le supérieur, ça demande beaucoup de travail. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On va revenir sur cette question de l'oral dans un instant parce que j'aimerais aussi avoir le point de vue de Guillaume. Juste, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à vraiment à nous poser vos questions, n'hésitez pas à réagir. Vous avez l'onglet chat en bas de votre page qui vous permet justement de poser toutes vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Du coup, Guillaume, j'aimerais bien que vous rebondissiez aussi sur cette question de l'oral, peut-être qui a été abordée à l'instant avec Stéphane. Est-ce que vous avez des conseils aussi à donner aux étudiants ? Oui, bien sûr. L'oral, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au moment où on passe un entretien oral de motivation pour rejoindre une formation, la formation a déjà énormément d'éléments sur nous, c'est-à-dire la note, la note d'appréciation. En fait, elle comprend qui on est scolairement parlant. Elle voit très bien, elle voit le profil d'étudiants qu'on est, d'élèves qu'on est. Elle peut anticiper le futur profil d'étudiants qu'on sera. Donc, tout ce qui est du scolaire, tout ce qui est du domaine du scolaire, l'école a compris. Donc, il n'est pas utile de rappeler qu'on est très bon en maths, etc. Genre, l'école le sait, l'examinateur en face a les notes, il le saura. Le but d'un oral de motivation comme ça, c'est au contraire de montrer qui on est en dehors du scolaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime finalement dans le scolaire aussi. C'est-à-dire, voilà, si on a une passion forte pour la physique, pour les maths, on peut le rappeler, mais au-delà des notes, de dire voilà, c'est une vraie passion. Mais comment cette passion, c'est pas juste j'apprends mes leçons et j'ai des 18 sur 20 en maths, ça c'est pas une passion pour les maths et on peut pas venir et dire je suis passionné de maths parce que j'ai des bonnes notes en maths. Mais comment de ces bonnes notes, vous en avez fait une curiosité en allant voir des expositions, des choses comme ça. Donc déjà, ce qui est très important dans un oral, c'est de réussir à amener la personne que l'on est en dehors du scolaire. Et puis surtout, c'est un peu comme un date ou une recherche d'emploi, c'est montrer l'adéquation entre notre personnalité et l'école. Et dire, voilà, si aujourd'hui je suis présent, c'est que moi, ce domaine-là en particulier m'intéresse. J'ai fait des recherches là-dessus. J'ai eu l'occasion de faire des stages de troisième. Je connais un cousin, un oncle, une tante qui travaille également dans ce domaine-là, qui m'en parle beaucoup depuis que je suis jeune. Et ça me donne cette motivation parce que autant pour des disciplines qui font un peu rêver, que tout le monde connaît. Bon, voilà, la motivation, elle peut venir rapidement. Si on demande à quelqu'un pourquoi il fait médecine, voilà, la médecine, il y a ça, il y a ça. Mais si on candidate, par exemple, à une formation, à un DCG, diplôme de comptabilité générale, c'est plus difficile de dire que depuis tout petit, on est passionné de comptabilité. Mais par contre, dans notre parcours, peut-être qu'à un moment, on a rencontré un comptable et on s'est rendu compte qu'il y avait une passion excellente, ou alors on était chargé. Faut aussi créer un peu ce côté déroutant. Par exemple, quand on candidate à un diplôme de comptabilité générale, et à chaque fois que je pars en vacances, c'est moi qui gère le tricount, c'est moi qui fais les comptes, c'est moi qui essaie d'harmoniser tout, qui gère le budget. Ça peut faire rire l'examinateur en face. C'est quelque chose de léger, mais c'est un élément de motivation. Donc vraiment, tous ces points, c'est qui on est en dehors de nos notes et en dehors du côté scolaire. Pourquoi on est motivé, qu'est-ce qu'on compte apporter à l'école aussi, c'est-à-dire que si par exemple vous candidatez à des écoles de commerce, évidemment qu'il faut leur faire plaisir en leur disant mais moi je suis quelqu'un de très rigoureux, mais en plus j'ai envie de m'investir à fond dans la vie associative, j'ai vu qu'il y avait de la voile, j'ai vu qu'il y avait ça, parce que c'est un peu ce qui fait le sel des écoles de commerce, c'est la vie associative qui apporte des compétences professionnelles derrière qui sont valorisable, donc ça il faut le dire. Et puis le dernier point, c'est l'instant filtri, c'est aussi dire qu'est-ce que je peux apporter à l'école, mais qu'est-ce que l'école va m'apporter et pourquoi en fait c'est pertinent dans les deux sens. C'est-à-dire le but d'un oral, c'est de montrer qu'on est intéressé par l'école, mais qu'on sait aussi que l'école va être intéressée par nous et voilà, c'est un peu ce double jeu qu'il faut avoir. Merci Guillaume. On a beaucoup de questions de nos internautes qui arrivent. Alors on va commencer avec une première question de Éléonore qui se demande, en étant inscrit au CNED, est-ce que cela peut nuire au choix des écoles ? Non, pas du tout. C'est la formation traditionnelle. Ça va nuire d'une seule manière. Et ça c'est ce qui est compliqué. Sur Parcoursup, les formations, elles ont la main mise, elles vont trier exactement comme elles le souhaitent les étudiants. Et donc, on peut avoir certaines formations, oui, qui vont pénaliser des étudiants du TEC parce que il y a certaines formations qui font quoi? Qui se basent, par exemple, sur le pourcentage de réussite au bac des établissements, sur la réputation des lycées, qui font tourner des choses comme ça. Et donc, avoir un profil un peu atypique qui soit vient d'un lycée international qu'on connaît pas, etc., soit vient du CNED, ça fait un peu bugger la machine. Donc, à ce niveau-là, c'est le seul risque. Mais c'est pas des critères qui sont généralisés, mais malheureusement, vu que les écoles sont un peu libres, enfin malheureusement et heureusement, comme elles sont libres de traiter comme elles veulent, voilà, certaines peuvent se dire CNED, on ne sait pas trop ce que ça vaut, etc. Stéphane ?
Oui, non, je veux dire, pour le CNED, effectivement, ça ne nuit absolument pas, hein, c'est une très bonne formation. Je voulais rebondir aussi sur l'oral de motivation dans les écoles, hein. Il n'y a pas de recette miracle pour le réussir, mais c'est un petit peu une première étape de ce que pourra être votre recherche d'emploi futur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ne pas bien connaître l'école dans laquelle vous êtes candidat. Donc, il faut déjà bien connaître l'école. Donc, c'est mieux quand on a été à une journée porte ouverte et pouvoir parler de ce qu'on a vu, de ce qui nous plaît, etc. Et puis, comme l'a dit mon collègue, là, l'aspect vie associative dans les grandes écoles est très, très important. Et donc, c'est aussi important de savoir quelles sont les associations qui existent, parce que sur les sites des écoles, on les trouve, hein, on les voit, et savoir dire, moi j'aimerais bien participer à telle association, ou moi j'ai vu qu'il n'existait pas d'association dans tel domaine et j'aimerais bien en créer une. Si vous venez chez moi, si je viens chez vous, c'est très important, quoi. C'est vraiment un élément de motivation très, très apprécié. Voilà. Sinon, il faut être soi-même, hein. Quand on est candidat à quelque chose, on est forcément intéressé par cette chose. Il faut le dire le plus simplement possible, en étant soi-même. Merci. On a une question de Virginie. Pour les écoles prépa post-bac sur dossier, est-ce que le lycée dont on vient peut influencer le choix des écoles? Est-ce que la moyenne de la classe est prise en compte? C'est très difficile. Alors, on a fait l'exercice effectivement de manière plus approfondie cette année, puisque cette année, malheureusement, en post-bac, il n'y avait pas d'épreuve. Donc, on a entièrement sélectionné sur dossier. Et c'est vrai que il y a quand même un classement des lycées, quoi, hein. Mais c'est extrêmement difficile de modifier les moyennes qu'on a dans les lycées. Je veux dire, là, on en revient un petit peu au même principe que le système ECTS, donc European Credit Transfer System au niveau européen de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur européen, on part du principe que tous les établissements se valent. Donc, dans tous les établissements, il y a des gens qui ont A, la meilleure note, c'est la note qu'on donne aux 10% premiers, et il y a des gens qui ont E, c'est les 10% de queue de promotion, quoi. Donc, le plus important, au-delà de la valeur de la note en valeur absolue, quoi, hein, c'est comment l'élève se situe par rapport à sa classe, quoi. Est-ce qu'il est dans le premier quart, dans la première moitié, dans le troisième quart? C'est ça le plus important. Voilà. Pardon? Guillaume, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oui, c'est ça. Ce qu'il convient de dire, c'est qu'il y a énormément de formations en fait qui utilisent le lycée d'origine pour, on peut oser le mot, discriminer les étudiants parce qu'in fine, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire faire remonter des étudiants qui ont des moyennes jugées faibles dans des lycées qui sont jugés prestigieux et faire descendre des étudiants qui ont des moyennes fortes dans des lycées qui sont jugés moins prestigieux. Ça se base en fait, cette méthode qui est parfois assumée et parfois non par les établissements sur une idée préconçue et un préjugé qui viserait à dire que certains établissements parisiens sous-notent leurs étudiants, leurs élèves, là où certains autres établissements de province, de banlieue surnoteraient les étudiants. C'est intéressant parce que c'est une vision qui est partagée par beaucoup d'acteurs dans le système de l'enseignement supérieur qui vont utiliser ça. Ils en parlent ou pas. Après, comme il n'y a pas d'obligation de publication des critères sur Parcoursup, finalement, ils le font ou pas. Et là, moi, je me réfère encore à la Cour des comptes parce que j'ai été extrêmement surpris par les résultats de ce rapport et que je pense que les établissements devraient le lire avec grande attention parce que la Cour des comptes, elle s'est amusée à faire un certain nombre de tests avec un lot d'établissements qu'on disait des établissements sélectifs et un lot des
de lycées prestigieux et un lot d'établissements de lycées qu'on disait non prestigieux. Et elle s'est rendue compte que dans les lycées prestigieux, il y avait effectivement des lycées qui sous-notaient, mais d'autres qui surnotaient. Ils ont fait des comparaisons entre moyenne obtenue au bac et moyenne obtenue par les étudiants en général. Et dans les établissements dits non prestigieux, exactement le même phénomène, c'est-à-dire des établissements, des lycées qui surnotent leurs étudiants et des lycées qui sous-notent leurs étudiants. Donc ce critère qui est une espèce de critère qui prône l'égalitarisme en disant oui, mais bon, les pauvres candidats, des lycées prestigieux, etc., etc. Finalement, il ne vaut pas grand-chose. Et la Cour des comptes a dit mais à quoi bon continuer à l'utiliser? Mais en tout cas, voilà, c'est utilisé par un grand nombre de formations à cause de cette idée reçue. Et pour ce qui est de la moyenne de la classe, effectivement, comme vous disiez, c'est aussi l'équilibre par rapport au groupe classe qui est pris en compte. On a une autre question qui nous vient de Selena. À cause de la pandémie, comment les écoles recruteront cette année? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent à la suite de l'épidémie de coronavirus qu'a connu le monde entier? En fait, quand elle dit cette année, de quelle année on parle? Cette année, donc cette rentrée 2020. Oui. Cette rentrée 2020, eh bien, effectivement, sur Parcoursup, il n'y a pas eu d'épreuve. Il n'y a pas eu d'épreuve, donc on a recruté uniquement sur les notes de première et de terminale qui sont inscrites sur Parcoursup. Donc les 3 trimestres de première, les 2 premiers trimestres de terminale, les notes du bac français. Voilà, après, on peut mettre des notes annexes en fonction des gens qui sont venus à des journées portes ouvertes, des gens qui ont mis l'école en premier dans leur choix. Enfin bon, il y a d'autres petits critères marginaux, mais le gros, voilà, c'est… Donc, en post-bac, il n'y a pas eu d'épreuve, donc uniquement sur dossier. En post-prépa, il y a des écrits, il n'y aura pas d'oral, il n'y aura pas d'oraux. Ouais, et il y aura des épreuves écrites à partir du 20 juin. Voilà cette année, en fonction du Covid, les mesures exceptionnelles qui ont dû être prises. Guillaume? Oui, c'est ça. Donc, c'est les mesures pour cette année. Ça a eu une énorme conséquence qu'on a observé, qui avait été anticipé, mais qui a été observé, c'est que le fait que tous les établissements se basent sur exactement les mêmes pièces pour évaluer les candidats, il y a un biais derrière, c'est que il y a une surreprésentation des candidats qui ont des bons dossiers et une sous-représentation des candidats qui ont des dossiers jugés moins bons. Je m'explique. Les années précédentes, le fait d'avoir des concours écrits et des oraux, ça venait panacher un petit peu les listes qui étaient faites par les établissements, parce que finalement, on avait beau être bon candidat, si on préparait pas sérieusement son concours pour entrer en école d'ingénieur, on le plantait, on redescendait. Et donc, à l'inverse, si on était un candidat avec un dossier jugé un peu moins bon, mais qu'on se donnait à fond, qu'on révisait beaucoup avec sérieux, avec rigueur, on pouvait avoir de bonnes surprises. Cette année, ce côté panachage qui dit la valeur travail à l'instant T pour un concours paye a disparu. Et donc, tous les établissements ont utilisé exactement les mêmes notes et n'ont pas pu faire passer d'entretiens oraux qui sont aussi décisifs. Et du coup, on a observé le premier jour sur Parcoursup une augmentation considérable du nombre de personnes placées sur liste d'attente par rapport à l'année précédente. Pourquoi? Parce que Parcoursup de base, le système de liste d'attente, c'est les bons candidats ont toutes les places et enfin, je caricature, mais c'est vraiment ça. Et donc, on doit attendre que les bons candidats laissent les places aux candidats qui sont classés plus bas dans les listes d'attente. Et cette année, le pool des bons candidats s'est encore plus resserré et vraiment comme tous les lycées, tous les établissements ont utilisé les mêmes informations, c'est vraiment une petite élite qui a trusté toutes les places et il faut attendre que cette élite se défasse pour obtenir des places, ce qui explique que aussi la libération des places est plus longue par rapport aux années précédentes. Ça, c'est le premier point, la première conséquence sur cette année. Et il va y avoir une conséquence Covid pour l'an prochain. Alors, en espérant, on touche du bois, que la situation sanitaire se régule et que l'an prochain, on revienne à une année complètement normale pour les établissements. C'est ce que je souhaite, c'est qu'on souhaite tous. Il va y avoir une grande question, c'est comment on va analyser les bulletins du 3e trimestre de première dans la manière dont on va classifier les candidats. Parce que Parcoursup, en général, c'est c'est les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Sauf que là, on a un trimestre bizarre. Les lycéens vont quand même obtenir à la fin leur bulletin avec les appréciations, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir une consigne officielle du ministère de dire c'était des conditions tellement particulières que c'est pas représentatif, on annule, ou est-ce qu'au contraire, c'était tellement particulier, mais en même temps on a besoin de notes. Et de la même façon,
le premier trimestre de terminale, voire le deuxième trimestre de terminale, les étudiants, les lycéens vont quand même un petit peu souffrir de tout ce qui s'est passé, de cet arrêt, même s'ils ont eu de la continuité pédagogique. Il va falloir reprendre les bases. Le programme, lui, ça va être le même programme. Donc, ça risque d'avoir un impact quand même sur la manière dont on va noter les étudiants. Après, les professeurs font ça en excellente intelligence et donc il faut leur reconnaître ça. Mais quand même, le prochain Parcoursup, même s'il se passe dans des conditions a priori optimales, normales, du fait de ce qui s'est passé, on va hériter des conséquences du Covid. On a une question qui nous est arrivée il y a peu de Armel. Comment une année de césure à l'étranger est-elle perçue quand elle se déroule entre la première et la terminale sur Parcoursup? Est-ce que c'est pris en considération une année de césure sur Parcoursup? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est moins bien vu? Ça peut pas être mal vu, hein. Après, tout dépend en fait. La seule chose dont j'ai pas l'information et j'espère que c'est pas le cas, c'est qu'il faut pas que l'étudiant apparaisse comme redoublant. Alors je sais pas comment. Je pense que le terme de redoublant, il doit vraiment venir du fait qu'on a redoublé. Mais si on a une personne qui a une année entre guillemets de retard, j'espère qu'automatiquement elle n'est pas classifiée comme redoublant parce que pour le coup, quand on est redoublant, quelle que soit la classe qu'on est redoublé, ça apparaît hein, sur Parcoursup et ça peut être un critère utilisé par les écoles, c'est-à-dire que les écoles ont tout à fait la possibilité de dire vous êtes redoublant, on vous diminue un petit peu, voilà, vous avez eu un échec par le passé. Sinon, au contraire, mis à part ce cas de figure où ça serait mal interprété par l'algorithme, mais je pense pas que ce soit le cas, j'espère pas, une année comme ça passée en césure. Sans doute, j'imagine à l'international, mais même si c'est pas à l'international, voilà, une année de césure en général, si en plus on peut en parler dans les lettres de motivation, dans les entretiens oraux, ça ne peut qu'être bénéfique. Stéphane, peut-être quelque chose à rajouter? Oui, sur ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, je confirme effectivement donc, que Parcoursup avance moins vite que d'habitude. Tout simplement parce que, comme il l'a dit, toutes les écoles utilisent le même critère, le même classement finalement. Toutes les écoles utilisent le même classement, donc comme le classement est le même pour toutes les écoles, forcément, ça va moins vite. Après, ce qu'on peut dire effectivement aussi, c'est qu'il y a comment dire, une dispersion intrinsèque dans les notes des lycées, que ce qui soit bon ou moins bon, les lycées, de toute façon, c'est très hétérogène, les notes. Il y a une inégalité de notation qu'on peut difficilement contrôler, et c'est pour ça que les concours existent. Sinon, tout le monde recruterait sur dossier. Si la notation obtenue en première terminale était parfaite, tout le monde recruterait sur dossier. Donc, il est très important pour les écoles de juger les élèves tous sur les mêmes épreuves. Voilà. Des épreuves de concours où les épreuves sont vraiment faites en fonction du besoin des écoles, avec un esprit qui est vraiment caractéristique de l'école. Et c'est sur ces épreuves-là qui, généralement, avec l'écrit plus l'oral, ont un coefficient plus fort que la note de dossier. C'est ça qui compense et c'est ça qui fait après une homogénéité plus grande des résultats où deux écoles ont des classements complètement différents entre les candidats. Donc, une autre question qui nous est parvenue. Venant d'un lycée français à l'étranger, quels sont mes avantages ou mes désavantages, mes inconvénients? Je dirais les avantages dans une école de commerce ou d'ingénieur, hein, quelle qu'elle soit, c'est, je pense, la maîtrise d'une langue étrangère, et en particulier l'anglais. C'est souvent le cas quand on a été expatrié. Je dirais que c'est ça le plus gros avantage. Après, dans le lycée français de l'étranger, par définition, le programme est le même que celui qu'on a en France. Donc, je dirais, voilà, le seul avantage qu'on ait, c'est qu'on a des chances quand même d'être un peu meilleur en anglais que quelqu'un qui est resté dans l'Hexagone. Est-ce que vous voyez un inconvénient ou selon vous, il n'y en a pas? Aucun inconvénient, aucun. Guillaume? Il y a un autre avantage qui est un avantage, je dirais, comment le qualifier, algorithmique. Sur Parcoursup, alors,
Pour le coup, c'est pas une information que j'ai, mais je suppose que c'est le cas parce que c'était le cas sur le prédécesseur APB. Sur Parcoursup, quand vous candidatez dans une filière non sélective, donc enfin normalement non sélective, donc toutes les filières à la fac, licence de lettres, d'histoire, de droit, etc., etc. La filière effectue un classement des candidats, mais ensuite il y a un taux de zone géographique à respecter, c'est-à-dire que par exemple pour une licence de lettres à Bordeaux, on va dire il nous faut absolument 60% de gens qui viennent de la zone académique de Bordeaux, et donc Parcoursup, une fois que la formation a trié les candidats, va venir regarder la liste et va dire est-ce qu'on a bien 60% de Bordelais là-dessus, etc., etc. Et va redescendre, c'est-à-dire si vous venez de Paris, que vous avez candidaté, mais que vous êtes en surnombre, hop, on va prendre votre dossier et on va le mettre plus bas dans la liste. Étant venant d'un lycée français de l'étranger, c'était le cas sur APB et je pense que ça a été hérité sur le système Parcoursup, vous êtes considéré, quelle que soit l'académie où vous candidatez, comme étant candidat de l'académie en question, parce que, par définition, vous êtes candidat d'aucune académie. Donc, vous êtes de nulle part, mais de partout à la fois. Donc, c'est le seul avantage. Si vous candidatez dans les licences sélectives, vous avez, entre guillemets, les mêmes chances que les gens qui sont de l'académie d'être acceptés. Toute petite anecdote qui est un petit peu rigolote, sur APB, le prédécesseur de Parcoursup, il y avait déjà ce critère, sauf que il y avait eu une erreur de code et qu'en fait, les candidats qui venaient des lycées français à l'étranger, ils n'étaient pas seulement considérés comme des candidats de l'académie, mais ils étaient considérés comme des super candidats, c'est-à-dire que automatiquement ils apparaissaient hop tout en haut des listes d'attente, ce qui n'était absolument pas conforme avec ce qui se faisait. Et moi, c'était à l'époque où je m'étais penché sur ces algorithmes que j'avais révélé la grande affaire qui n'en était pas une, mais c'était quand même assez drôle et donc il y a eu des réajustements derrière. Merci beaucoup. On va peut-être pouvoir prendre encore une ou deux questions. Comment les lycées, c'est une question de Zachary, pardon. Comment les lycées sont classés d'un point de vue des écoles? Quels sont donc les critères qui font qu'un lycée est préféré à un autre? En fait, les écoles ne classent pas les lycées. Y a un classement des lycées qui existe, hein, qui est sorti par le ministère, qui se base sur le taux de réussite au bac des différents lycées, qu'on peut utiliser si on le souhaite, mais bon, je crois qu'il y a quatre Je fais niveaux. juste une petite parenthèse. Il y a également certains médias comme nous, le Figaro étudiant, on a mis on a fait un classement des lycées, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site du Figaro étudiant. Voilà. Je vous laisse continuer, pardon. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est un peu délicat de trop se servir de ça. Je parle en temps normal, hein, on l'a un petit peu fait cette année en utilisant vos classements, justement, pour essayer de corriger un tout petit peu les notes, mais c'est quand même très, très délicat de le faire, sachant que, comme l'a dit Guillaume, hein, quelle que soit la catégorie du lycée, du très bon au moins bon, il y a une hétérogénéité sur les notes qui sont données. Donc, c'est un peu délicat de le faire. Donc, en général, on ne le fait pas. En temps normal, on considère que le concours suffit pour rétablir les choses quand elles doivent être rétablies, quoi. Très bien. On va prendre une dernière question. Simplement une toute petite précision. Oui, Guillaume. Parce que là, on a eu le côté concours. Moi, je connais aussi le côté classe prépa. Il y a certaines classes prépa, notamment les plus prestigieuses, les parisiennes, qui en fait ont des énormes fichiers avec la quasi-totalité des lycées de France et une note. C'est-à-dire qu'ils ont vu passer tellement de dossiers, etc., qu'en fait, eux-mêmes ont créé leur propre outil pour différencier les lycées les uns par rapport aux autres. Et donc, ils utilisent ça. Comment ça peut fonctionner? Par exemple, vous venez de tel lycée, on va multiplier votre moyenne par 1,008 parce que voilà, il faut surreprésenter comme ça. À l'inverse, vous venez de tel établissement, on multiplie par 0,86 pour diminuer un petit peu votre moyenne. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être faites par les établissements qui en ont l'habitude, c'est-à-dire tous ceux qui cette année ont fait pour la première fois un classement par dossier, ils n'en voyaient pas trop d'intérêt et ils n'allaient pas inventer ça du jour au lendemain. C'était très délicat pour nous, mais effectivement, pour des établissements comme les classes prépa qui ne recrutent que sur dossier, c'est absolument indispensable de le faire, quoi. Mais en même temps, pas évident du tout.
Une toute dernière question très rapidement qui nous vient de Julien. Dans quelle mesure le choix de nos spécialités du nouveau bac peut nuire à notre intégration dans une école? Guillaume, peut-être, Généralement, ou Stéphane? ça peut pas nuire. Donc, bon, après on attend de voir le nombre de candidats dans les différentes options, d'avoir des chiffres. D'une manière générale, bon, si on veut faire des études d'ingénieur, les matières les plus importantes, c'est les maths et les sciences physiques, les chimie. De toute façon, parce que c'est comme ça depuis toujours. Alors évidemment, il y a des matières intéressantes, hein, comme les sciences du numérique, comme les sciences de l'ingénieur. Mais là, bon, je veux dire, les différents concours ont donné leurs règles là-dessus, ou vont les donner. Donc, faut être attentif en fonction des écoles qui vous intéressent, quelles sont les options qui privilégient, quoi. Ok. Voilà. Guillaume, un tout dernier mot avant de conclure cette conférence? Non, moi, pour le coup, je suis un peu plus pessimiste par rapport à la réforme du bac et à l'impact que ça va avoir sur Parcoursup. On va l'observer l'an prochain. Malheureusement, les premières communications du ministère ont été trompeuses, en tout cas partielles. C'est-à-dire que le ministère, au moment de la réforme du bac, a dit mais faites votre choix d'option sans vous poser de questions. Choisissez, les enseignements de spécialité, choisissez les enseignements de spécialité qui vous tiennent à cœur, etc. Et après, il y avait un outil d'aide à la décision qui permettait de dire j'ai envie de travailler plutôt dans les sciences, on conseille ça, mais qui n'était pas lié aux établissements. Sauf que là, cette année, les élèves de première, ils sont allés sur les forums d'orientation, ils sont allés dans des salons comme les rencontres de l'orientation Figaro étudiants, et ils ont eu en face d'eux des responsables de formation, des responsables de classe prépa qui ont tenu un discours qui était différent, qui était par exemple de dire si vous voulez faire une école de commerce post-bac ou une prépa commerce, il faut prendre l'enseignement de spécialité maths. Et donc, moi, il y a des étudiants qui disaient, oui, mais en fait, nous, on nous a pas dit ça. Moi, j'ai fait un truc qui me plaisait, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et dans les options qui étaient possibles, c'était repenser son projet d'orientation parce que ça risque d'être compliqué et l'établissement risque de dire, non, il n'y a pas eu l'enseignement de spécialité maths, c'est terminé. Ou alors, voire même redoubler sa classe de première pour reprendre l'enseignement de spécialité qui va bien. Donc, moi, je n'inciterai que trop les élèves de seconde actuellement à vraiment extrêmement bien réfléchir à leur enseignement de spécialité, parce qu'autant avant, avec le système des filières, quand on était un étudiant indécis, avec des résultats pas trop mal, on allait en S parce que de toute façon, c'est pas que ça ouvrait toutes les portes, ça c'était un peu une hérésie de le dire, parce qu'un bac S, même si on va en fac d'histoire après un bac S, qu'on n'a pas les méthodes de travail littéraires et qu'on n'est pas forcément bon là-dedans, on va planter. Mais il y avait un truc qui permettait de repousser la décision et de repousser le choix. Aujourd'hui, dès la classe de seconde, les décisions que vous allez prendre peuvent avoir un impact considérable sur votre avenir. Donc, faites très attention parce que vraiment, on peut se fermer des portes en n'ayant pas pris les bons enseignements de spécialité. Très bien. Bon, c'est déjà la fin de cette conférence. Merci à vous deux. Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous pendant ce rendez-vous. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans. Et puis, je vous laisse profiter tout au long de la journée d'autres conférences, d'autres rendez-vous et tout au long de la semaine. Et puis moi, je vous retrouve dès demain. À très vite.